Tout acheté déjà, y compris la Coupe du Monde, et ça c'est nouveau, regardez. Pas une semaine ou presque sans que le nom du Qatar ne résonne dans l'actualité française. Le Qatar. Le Qatar. Le Qatar. Depuis quelques années, le pays a investi en France des dizaines de milliards d'euros dans tous les domaines d'activité. Un club de football, quelques hôtels de luxe, des immeubles de prestige et 50 millions d'euros pour les entreprises de banlieue. En France, l'argent du Qatar fait polémique, accusé d'acheter le pays. Que le Qatar investisse en France, pourquoi pas? Mais que le Qatar entre dans nos banlieues pour s'intéresser à certaines personnes en fonction de certains critères, je ne l'accepterai jamais. Que les fonds de pension américains et les fonds de pension britanniques investissent, ça ne choque personne. Lorsque ce sont des musulmans ou des arabes, ça choque tout le monde. Quand le Qatar participe par exemple à la libération des infirmières bulgares en Libye, tout le monde trouve ça formidable. Formidable encore quand le Qatar soutient les combattants qui ont délogé le colonel Kadhafi. Mais l'agenda est beaucoup plus ambigu quand le Qatar soutient officiellement, pour des raisons humanitaires, les islamistes qui font la loi à Tombouctou et dans le nord du Mali. 2 décembre 2010, à la surprise générale, le Qatar obtient l'organisation du Mondial 2022. Un vote entaché de corruption, selon France Football. Zidane aurait reçu 11 millions d'euros pour promouvoir cette candidature. Lobbying politique également, le journal évoque une rencontre secrète à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar, et Michel Platini. Le président Sarkozy ne m'a jamais demandé de voter pour le Qatar. Il m'a parlé du Qatar, mais il ne m'a jamais demandé de voter. Alors, le Qatar, ami ou ennemi public numéro 1. Pour en débattre, j'ai invité Nabil Enasri. Vous êtes, depuis 2004, vous vous rendez régulièrement au Qatar pour enquêter sur ce pays de plus en plus présent dans le sport, la géopolitique, l'économie, l'information via la chaîne Al Jazeera. Votre livre « L'énigme du Qatar » paraîtra en librairie le 6 mars. Karim Sader, vous êtes politologue, spécialiste du Golfe, chargé de recherche au ministère de la Défense et à l'Observatoire des pays arabes. Vous conseiller de grandes entreprises européennes et vous êtes l'un des contributeurs du dernier numéro de Confluence méditerranéenne intitulé Qatar, pourquoi ? Valérie Debord, déléguée générale de l'UMP, vous avez été députée pendant 5 ans de Meurthe-et-Moselle et à ce titre, vous faisiez partie du groupe pour l'amitié France-Qatar à l'Assemblée nationale qui compte 50 députés, qui en a toujours 50 d'ailleurs aujourd'hui. Richard Labevière, vous êtes journaliste, spécialiste du Proche-Orient, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur l'islamisme, sur le terrorisme. Le dernier, c'est « Quand la Syrie s'éveillera ». Mezri Haddad, ancien ambassadeur de la Tunisie à l'UNESCO, c'était au temps de Ben Ali. Vous êtes philosophe et écrivain. Votre dernier livre, c'est La face cachée de la révolution tunisienne, Islamisme et Occident, une alliance à haut risque. Alors, intéressons-nous tout de suite au Qatar. Si ce pays aujourd'hui a racheté des immeubles à Paris, un club, le PSG, s'il prend des intérêts dans des entreprises comme Lagardère, comme EADS, comme Total, comme Vivendi, mais aussi Miramax aux États-Unis, General Motors, est-ce que c'est grave ? Alors peut-être, pour débuter, il faut d'abord expliquer ce que c'est que le Qatar. Avant de poser la question si c'est grave ou pas, on pourra revenir pendant le débat. Mais le Qatar se situe d'abord dans une zone extrêmement trouble qui est celle de la région du Golfe. C'est un pays très riche, très petit, mais dont la richesse est inversement proportionnelle à la vulnérabilité. Il est coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont deux poids lourds du monde. Les Émirats Arabes Unis, auxquels il n'a pas voulu adhérer. Tout à fait, mais en même temps, c'est deux pays qui sont colossaux, évidemment, en termes de portée ou de poids géostratégique. Et il a souhaité donc compenser un petit peu ses faiblesses intrinsèques par une politique du rayonnement, du prestige, qu'on résume sur l'appellation du soft power. C'est la pierre angulaire de l'édifice diplomatique qatari. Et donc tout ce qui suit et tout ce que vous avez évoqué en termes d'investissement à l'étranger, soit par le biais... J'aurais pu faire une liste longue comme ça. Hein. On aurait pu y passer la nuit, effectivement. Oui, oui. En Allemagne, en Angleterre, tout à fait, en Rhodes, France, comme en Grèce aujourd'hui, en Italie, PME, 1 milliard pour les PME en grecques. Italie, il y a quelques mois, découle de cette politique de vouloir finalement être quelque chose, un point sur la carte, et de ne pas rester dans cette position qui était la sienne pendant son indépendance jusqu'à l'accession au pouvoir de Cheikh Ahmed, le nouvel émir en 1995, d'un satellite de l'Arabie Saoudite. Donc il veut
exister, pour pouvoir exister, il a besoin d'une politique de visibilité, d'attractivité, de rayonnement. C'est pour se faire des amis, des alliés? Au-delà, c'est aussi pour exister, pour pouvoir être finalement un pivot. Presque, le Qatar souhaite devenir le centre de gravité du monde musulman. En tout cas, c'est une politique ambitieuse qui n'a quasiment aucune limite. Et ça passe par le biais, évidemment, médiatique, avec, vous l'avez souligné, la chaîne Al Jazeera, par le biais du sport, par le biais de la culture et par le biais de relations aussi denses que possible avec un certain nombre de pays. Et là, on pense naturellement à la France. Et Charles Bévien, vous êtes d'accord avec cette vision des investissements du Qatar? Oui, je dirais qu'il y a traditionnellement une lutte d'influence sur le monde sunnite entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Une lutte dans la surenchère du wahhabisme et du leadership sur le monde sunnite des côtes du Maroc jusqu'à l'Indonésie. Il se trouve qu'en ce moment, l'Arabie saoudite est en phase de succession, en crise de leadership. Donc on est dans le phénomène de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et là, le Qatar, si vous voulez, veut prendre l'ascendant sur l'Arabie saoudite dans le leadership du wahhabisme, de la da'wa, de la propagation du wahhabisme dans le monde sunnite, pour montrer que c'est le pays repère, le pays étalon. Ça, c'est le premier objectif, c'est cette concurrence avec l'Arabie saoudite. Le deuxième élément, c'est son obsession de l'après-pétrole. Et de ce point de vue-là, mieux que l'Arabie saoudite, le Qatar est financé par les meilleures boîtes d'expertise anglo-saxonnes, donc de diversification de ses placements, d'où la stratégie d'investissement dont vous avez parlé, dans certains cas, qui pose problème. Et puis le troisième élément aussi, et ce qu'on dit rarement, ce qu'on ne lit pas dans les journaux, c'est que nos amis sont les premiers exportateurs de gaz liquéfié, ont énormément d'argent. Ils ont nos amis, c'est les Qataris. Oui, je veux dire les Al Thani, qui est une création en fait de l'Empire britannique déclinant. Comme toujours, les Anglais, quand ils sont partis de quelque part, ils ont coupaché les cartes en Inde, le Pakistan, etc. Ils ont créé, ils ont donné la légitimité aux Al Thani, à cette dynastie, qui s'est imposée sur un triple refus, Bahreïn, l'Arabie saoudite et les Émirats. Et donc, si vous voulez, son leadership aujourd'hui, c'est de faire ce que les Saoudiens ont fait pendant des décennies, c'est de financer l'islamisme radical. Et ils font ça, les Saoudiens font ça depuis 25 ans, le Qatar le fait de manière plus récente depuis une petite dizaine d'années, pour justement apparaître comme le guide, si vous voulez, et pour donner un peu la direction de l'islam wahhabite et de son influence dans l'obsession qu'ont les monarchies pétrolières, dans leur confrontation avec l'arc chiite, comme disait le roi Abdallah de Jordanie, dans leur confrontation avec Téhéran et avec le chiisme qui s'est renforcé dernièrement à la faveur de la guerre d'Irak et qui se renforce, qui est très présent au Liban, qui est très présent, y compris dans son soutien à la Syrie. Donc là, il y a une recherche de profondeur stratégique de la part du Qatar, non seulement au Proche-Orient, mais aussi au Sahel, avec une politique, sinon une géopolitique, qui pose quand même quelques questions. Je cite le canard enchaîné de la semaine dernière, qui, en même temps que le journal allemand Die Welt, nous révèle que 2 heures avant l'arrivée des unités françaises à Gao, eh bien, 2 gros porteurs, des Hercules, des avions de transport militaire qataris, sous bannière du Croissant Rouge, ont décollé vraisemblablement en direction du sud libyen, avec, si vous voulez, une triple mission. Ils devaient amener des unités de chirurgie de guerre mobiles. Vraisemblablement aussi missions humanitaires. Oui, c'est des missions humanitaires, oui, mais des unités de chirurgie pour zone de guerre, de soutien aux katibas djihadistes engagés contre l'armée française. Ce qui est moins humanitaire, c'est les missiles sol-sol, des missiles solaires type SAM-7 et autres. Et vraisemblablement, toujours selon des sources assez crédibles, des services allemands, ils auraient rembarqué plusieurs dizaines de djihadistes en direction du sud libyen, où là, si vous voulez, le Qatar aussi, depuis l'opération, depuis cette fameuse guerre de l'OTAN en mars 2011, les Qataris ont financé, ont supporté, si vous voulez, l'ouverture de camps de formation et d'entraînement de djihadistes dans le sud libyen, au sud de Sebha, 4 structures de formation. Donc là, si vous voulez, sans diaboliser le Qatar, dans la mesure où le Qatar est un partenaire important de la France pour tout un tas de dossiers,
il est de la responsabilité des autorités françaises de demander un certain nombre de comptes au Qatar sur sa politique dans le sud libyen et plus dernièrement au Mali, dans son appui et son soutien à des factions djihadistes du nord du Mali. Karim Sader. Oui, alors je partage un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment la nécessité pour le Qatar de contracter une assurance vie, de se projeter hors de ses modestes frontières. J'ajouterai juste 2-3 compléments. D'abord, le Qatar jouit d'une conjoncture qui va totalement à l'encontre d'abord de la donne régionale, puisqu'il faut rappeler que dans cette dynamique des printemps arabes qui a balayé un certain nombre de régimes de la région, le Qatar n'a pas connu le moindre soubresaut. Et il a au contraire profité de cette dynamique des printemps arabes face à ses voisins qui, eux, étaient tétanisés, ces puissances traditionnelles, Arabie Saoudite, Égypte, etc., tétanisés par cette dynamique contestataire qui menaçait d'ébranler leur propre régime. Ensuite, sur le plan économique, sur le plan de l'économie internationale, le Qatar jouit d'une croissance insolente face à des économies, et là je reviens vers l'Occident, des économies occidentales qui connaissent une situation de récession. Donc, ce petit émirat qui a besoin d'investir à l'étranger, face à des économies occidentales qui sont en manque de liquidité, c'est quelque chose qui est très bienvenu en Europe. Alors pourquoi la France, pour rejoindre un petit peu donc le débat sur les relations franco-françaises, franco-qatari, donc il y a eu à partir de l'élection de Nicolas Sarkozy, les relations entre la France et le Qatar sont anciennes. Sous Chirac, elles étaient excellentes. Mais il y a eu depuis à partir de l'élection de Nicolas Sarkozy, un rapprochement et des liens personnels, des liens d'amitié personnelle entre l'émir du Qatar et donc le nouveau locataire de l'époque de l'Élysée. D'ailleurs, on pourrait dire que le cheikh Hamad El Thani, l'émir du Qatar, est à Nicolas Sarkozy ce que Rafik Hariri a été à Jacques Chirac, c'est-à-dire un ami proche, personnel et extrêmement généreux, on peut le dire. Donc, ça a, si vous voulez, facilité cette préférence que les Qataris ont pour la France en matière d'investissement, au-delà du fait, bien sûr, que la France a une connotation, une marque de prestige dans l'esprit des Qataris, mais ça a énormément facilité. Alors, est-ce que c'est grave, pour répondre à votre question? Je pense que dès lors que le Qatar est devenu un partenaire de premier plan, ou quasi unique dans la région, je pense que ça a été une erreur stratégique de la part de la diplomatie française à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y a eu un certain nombre de retombées aujourd'hui qu'on subit, c'est-à-dire qu'on donne l'impression aujourd'hui en France de cautionner un certain nombre d'agissements de la part du Qatar, c'est-à-dire sa politique assez trouble dans la région, à savoir le financement de partis islamistes et de formations donc fondamentalistes. Valérie Debord. Moi je dirais qu'en fait le mot qui caractérise peut-être le mieux ce pays, c'est l'ambivalence. C'est un pays dont on ne peut pas lui reprocher de préparer l'avenir et une absence énergétique. C'est un pays qui effectivement a aujourd'hui beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole, mais qui dans 100 ans en aura beaucoup moins. Et c'est raisonnable de préparer l'avenir et de diversifier ses investissements. C'est un pays qui est à la fois accueille Al Jazeera, donc une fenêtre de liberté, mais qui en même temps finance un certain nombre de mouvements qui le sont beaucoup moins. C'est un pays qui a envie d'exister. Peut-on reprocher à un pays au monde d'avoir envie d'exister? Je ne le pense pas. Et c'est un pays qui, en même temps, accueille les États-Unis sur son pays, a ouvert complètement son pays aux États-Unis, qui se diversifie pas en France uniquement, on l'a rappelé, en Italie, en Grèce, mais dans beaucoup d'autres pays européens. Donc c'est compliqué. Donc je crois qu'en la matière, on ne peut pas refuser des investissements, mais il faut les contrôler. Il faut s'assurer que ces investissements sont faits dans un intérêt positif pour la France, qui n'ont pas d'autre but, en tout cas de but caché, que ceux d'avoir une économie positive et d'avoir des retombées économiques, ce que, après tout, tout le monde peut comprendre. Et je pense qu'à partir de là, peut-être que cette espèce de voile un peu négatif qu'on a pu mettre à tort ou à raison, je ne jugerai pas en la matière, sur ce pays pourra se dissiper. Aux Qataris aussi, d'y mettre peut-être aussi de la bonne volonté et de démontrer que leur volonté est parfaitement pacifique et positive. Ezri Haddad. Que dire après tout cela? Non, on ne peut pas reprocher à l'émirat du Qatar d'acheter à droite et à gauche, acheter la pierre, acheter les consciences, acheter les cœurs, acheter les clubs de foot, tout acheter parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Allah a été très généreux avec cet émirat bédouin, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas grave d'acheter, au même titre qu'un investisseur russe ou chinois.
Ou japonais, une Ou époque, japonais. c'était les Japonais qui achetaient tout. Ou japonais. Disait-on. Oui, c'est l'ère de la mondialisation, ça serait un autre débat. Les aléas et les contours, les faits et méfaits de la mondialisation. Sauf qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de mondialisation. On peut leur reprocher par contre, par rapport, parce qu'on ne peut pas banaliser le cas du Qatar et les relations très particulières entre la France et le Qatar, ou plus exactement, entre certaines personnalités politiques françaises et l'émir du Qatar. Je ne suis pas sûr, madame, que ce soit le cas en Allemagne ou en Espagne ou en Grande-Bretagne, là où investissent les Qataris, dans le cas de l'exonération sur les plus-values immobilières. Je pense que c'est une exception française. En d'autres termes, a été voté en France, il est vrai, pas par beaucoup de députés ce jour-là. On s'est bien arrangé pour qu'il n'y ait pas beaucoup de députés, et surtout pas des députés de gauche, n'est-ce pas, pour faire passer une loi en catimini qui octroie à l'investisseur qatari un droit que le Français n'a pas chez lui. C'est-à-dire un Français qui acquiert par un crédit immobilier un tout petit appartement pour le léguer à ses enfants. Il le paye 200 000 euros, il prend un crédit qu'il va payer cher par la suite. Après 15 ans de remboursement, il va essayer de vendre cet appartement parce qu'il aspire à mieux. Et alors, dès lors où il l'aurait vendu, il va payer, me semble-t-il, vous me corrigerez, je crois 32%. Non, il y a une exonération sur la résidence principale. Oui. Non, mais donc, ne dites pas une contre-vérité. S'il le vend, par exemple, il l'a acquis à 200 000, Non, il va le vendre, pardon, sur la madame, résidence principale. il va le vendre Non, mais à c'est 400 faux. 000. Ce que vous dites est faux. Sur les 200 000, il va payer 32%, monsieur, et je sais de quoi je parle. Disons s'il a deux appartements comme ça. Non, un seul. Non, un seul. Non, ce que vous dites est faux. Pardon, je voulais dire, terminer pour qu'on comprenne ce que les Qataris ont de plus que nous. Une exonération fiscale totale, en fait, sur toutes leurs sûr, transactions immobilières. Bien sûr, c'est ce que veut dire l'ambassadeur. total, exactement. Alors, mais le richissime bédouin, je ne l'emploie pas ce terme dans le sens péjoratif, hein. Je l'emploie dans le sens arabe du terme. Donc, l'investisseur qatari, lui, il est totalement exonéré. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays. Mais ça, c'est une affaire franco-française. Je le mentionne au passage. Non, ce qui est grave, monsieur, ce qui est grave, c'est de financer le terrorisme international. Ce qui est grave, c'est que cet État voyou finance l'islamo-fascisme partout dans le monde. Ce qui est grave, c'est de tout faire pour persuader un État respectable, un État porteur de valeurs humanistes, un État générateur de la doctrine et de la philosophie des droits de l'homme, d'entraîner cet État dans une croisade impérialiste et colonialiste. Et je parle du cas de la Libye. Ça, c'est extrêmement grave. Et c'est d'autant plus grave... Ce sont les Qataris qui nous ont entraînés, d'après vous, en Libye? Absolument, absolument. Et que l'on n'évoque surtout pas la raison d'État. Moi, j'ai été ambassadeur, monsieur, et je me fais une idée supérieure de la notion de raison d'État. Je crois qu'il s'agit d'une raison une raison de famille, une raison de copain, n'est-ce pas, plus que la raison d'État dans le sens où Machiavel entendait ce terme. Oui, le Qatar et l'émir, plus exactement, a tout fait pour... Il est vrai que l'ancien président était prédisposé à une telle attaque. Des documents existent aujourd'hui, des témoignages existent, nous en aurons bien d'autres. Et quel était l'intérêt du Qatar, poursuivi par le Qatar en l'occurrence? Alors, le Qatar, pour le moment, le Qatar aspire, ce n'est pas seulement une assurance vie. Encore que celui qui désire ardemment
s'assurer une assurance vie, si vous permettez cette expression, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, n'est-ce pas? Si on a la conscience tranquille, on n'a pas besoin de multiplier les assurances parce que le big assureur, l'assureur universel, c'est-à-dire les États-Unis, ils l'ont déjà, les Qataris, voyez-vous? Donc, avec une base immense au Qatar, avec une protection militaire et incommensurable, je pense qu'ils n'ont rien à craindre ni du voisin saoudien, ni encore moins du voisin chiite iranien, même si en cible, et toute la propagande cible depuis quelques mois et même depuis quelques années, la République islamique d'Iran. Je veux ajouter juste ceci. Moi, je n'ai rien contre cet émirat. J'ai juste 14 siècles entre eux et moi en tant que Tunisien ou en tant que Maghrébin. Vous savez, pour expliquer tout cela, il faut se mettre dans la peau d'un Qatari. Et c'est une affliction pour un Maghrébin de se mettre dans la peau d'un Bédouin Qatari, vous savez? Pourquoi? C'est une affliction. Parce que notre peau à nous et notre islam à nous, avant l'hirondelle du printemps arabe, notamment en Tunisie et en Libye, notre islam à nous n'avait strictement rien à voir avec cet islam wahhabite. Rien à voir. Et ce n'est pas, quand je parle de la Tunisie, dont j'ai été l'ambassadeur, madame, comme vous avez été député de l'UMP, ce pays-là a refusé, a rejeté, a déclaré inadmissible d'accepter le wahhabisme en 1814. Vous voyez, ça remonte à loin. Ça remonte au Bey. Ça ne remonte pas à Bourguiba, le fondateur d'un État respectable et respecté, le libérateur de la femme tunisienne dont on discute aujourd'hui en Tunisie les droits après une révolution magnifique, une révolution qui devait renforcer la modernité de la Tunisie, multiplier les libertés du citoyen tunisien. Voyez-vous, nous en sommes là. Pourquoi? Je le dis pourquoi. Très vite. Parce que très vite, parce que le Qatar a joué un rôle clé, un rôle moteur dans cette escroquerie intellectuelle, politique et médiatique qu'on a appelée le printemps arabe. Oui. Alors, juste parce qu'en fait, voilà. De façon très rapide, il ne faut quand même pas confondre la loi patrimoniale et la loi des entreprises. Donc c'est très gentil, vous êtes un très bon avocat, vous êtes un très bon défenseur, mais ne dites pas complètement n'importe quoi. Non, vous ne pouvez pas être tout en même temps. Donc ne dites pas complètement n'importe quoi et donc ne laissez pas entendre qu'il y a eu une loi en la matière qui est différente. Il y a une loi patrimoniale en France par rapport aux successions et n'allez pas aller sur les dévolutions d'entreprises, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, je peux comprendre que le printemps arabe, ça vous ait énervé. Je peux comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui n'aillent pas et que vous considériez comme négatives, notamment par rapport aux femmes. Ça, je vous rejoindrai complètement dans votre pays. Il n'empêche que c'est certainement une cause à défendre et vous en avez parfaitement le droit. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que si vous avez des éléments objectifs à faire valoir, il y a des lois pour cela, il y a des tribunaux, et que jeter l'opprobre avec des circonvolutions plus ou moins claires et des remarques plus ou moins acérées, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de défendre votre point de vue. Mais c'est évidemment le mien. Il y a juste Nabil El-Nasri, je vous donne tout de suite la parole. Un petit complément sur ce que disait l'ambassadeur sur le fait que le Qatar, toutes les transactions immobilières du Qatar sont exemptées sur le plan fiscal en France aujourd'hui. Il faut, pour nos téléspectateurs, dire pourquoi. C'est qu'à l'époque, dans cette affaire de communication des infirmières bulgares bien gérée par le président Sarkozy, en fait, qui a payé le prix de la rançon, c'est le Qatar. Et en contrepartie du paiement de cette rançon, effectivement, depuis ce moment-là, le Qatar est exempté de toute charge fiscale sur ses opérations immobilières. Voilà. Alors, Nabil El-Nasri. La loi fiscale peut y revenir sans problème, si les socialistes le souhaitent. Qu'un ancien responsable du régime de Balani nous dise que
le printemps arabe est une escroquerie, on peut l'entendre, mais c'est foncièrement le contraire de la réalité. Il faut quand même rappeler, monsieur, d'où est issu le printemps arabe. C'est d'abord la volonté d'un certain nombre de peuples de sortir de la dictature illégitime et fallacieuse de Ben Ali en Tunisie, comme de Moubarak en Égypte et comme dans d'autres pays arabes. C'est d'abord ça, le moteur principal et le premier levier de cet élan démocratique qui a d'abord émergé en Tunisie pour ensuite se propager dans d'autres pays arabes. Donc, sortir des dictateurs pour tomber dans l'escarcelle de l'islamo-fascisme. Parce que quand le peuple vote, il vote mal, c'est ça, selon vos intérêts? C'est que selon vos intérêts que le peuple vote bien? À partir du moment où le peuple, on lui donne la possibilité de voter, on doit accepter en son âme et conscience la décision du peuple. Que ça vous dérange ou pas, c'est une autre affaire, mais de dénoncer, c'est presque faire injure d'une certaine manière à tous ces jeunes, ces dizaines en Tunisie comme en Égypte, qui sont morts pour pouvoir sortir, encore une fois, de régimes tortionnaires et fallacieux. Revenons maintenant au Qatar. Le deuxième élément, alors j'entends, je suis plus ou moins d'accord avec M. Labeuvière, il faut aussi rappeler ce que c'est que l'islam au sein du Qatar. On simplifie un peu les choses en disant que c'est le wahhabisme. Il faut rappeler que quand on prend un marqueur du wahhabisme qui a cours en Arabie Saoudite, par exemple la femme, au Qatar, les femmes non seulement travaillent, les femmes ont droit à des postes de responsabilité, les femmes sont éligibles et ont le droit de vote. Ça a été quasiment l'un des premiers pays du Golfe à donner le droit de vote aux femmes. Et en même temps, 70% dans certaines facultés de ceux qui peuplent les bancs de l'université sont des étudiantes. Donc on n'est pas dans un wahhabisme un peu simplificateur, comme plus ou moins on essaye de nous de présenter depuis tout à l'heure. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand il s'agit de parler de l'islamisme, il faut toujours le conjuguer au pluriel. L'islam en Arabie Saoudite n'est pas celui du Qatar, qui est différent de celui de la Tunisie, et là je vous rejoins, et du Maghreb en général. Et même quand le Qatar, on l'accuse souvent à raison de financer l'islamisme politique au sein des pays arabes et au sein des pays nouvellement conquis du printemps arabe, c'est d'abord et avant tout l'islamisme porté par la matrice des frères musulmans qui n'est pas le même que l'islam salafi. Donc il faut juste replacer un certain nombre de choses. Dernier élément peut-être par rapport à ce qui a été dit par rapport à la France. Déjà, l'accord d'exonération fiscale, il a déjà eu lieu avec d'autres pays du Golfe et notamment le Koweït. Il y a un certain nombre d'autres pays dans le monde qui en bénéficient. Mais l'espèce de focalisation qu'on a sur le Qatar en France traduit, de mon point de vue, une espèce de regard biaisé avec les rapports qu'on a vis-à-vis du monde arabe. C'est-à-dire que de mon point de vue, on ne peut pas faire l'économie, quand on parle du Qatar en France, de ce rapport un petit peu névrotique avec tout l'univers de l'islam, avec tout ce qui se rattache au monde arabe, parce qu'on n'a pas digéré encore la guerre d'Algérie, parce que les fantasmes qui sont relayés autour du Qatar, d'une certaine manière, c'est un peu les fantasmes qui sont aujourd'hui ceux de l'islamophobie aujourd'hui en France, cette peur de l'islam, cette peur de l'étranger, cette peur finalement les inquiétudes de certains par intervient. rapport aux millions que le Qatar voulait consacrer, investir dans les banlieues en France. On a dit que c'était pour conquérir les âmes. Oui. Alors vous, votre réponse, c'est quoi? Alors il faut d'abord revenir à la genèse de ce projet. C'est d'abord des élus de banlieue qui ont été frappés à la porte du Qatar et pas l'inverse. Et si ces élus de banlieue sont partis au Qatar pour pouvoir quémander des fonds, c'est d'abord avant tout, de mon point de vue, la principale conclusion qu'on doit en tirer, la faillite un petit peu du modèle social français. Parce que c'est quand même regrettable que des enfants de Marianne, des enfants de la République, puissent être obligés d'aller vers des pétromonarchies opulentes pour pouvoir quémander de l'argent, pour pouvoir pallier les insuffisances du modèle social français. Donc la véritable genèse du projet, c'est celui-ci. Ensuite, on en a fait toute une espèce de récupération politicienne, notamment par le biais de Marine Le Pen et d'autres hommes politiques en France, notamment par le biais de la campagne électorale. Mais l'aspect fondamental de ce projet, ça a été que, vu les discriminations systémiques, vu les délits aux faciès, vu le fait que les porteurs de projets étaient toujours, soit par les banques, soit via les banques, soit via les institutions publiques, sujets soit à des discriminations, soit à des refus, les élus de banlieue se sont dit on ne peut pas laisser cette situation perdurer. Pour pouvoir remettre de l'égalité là où il y a des discriminations, on va frapper à la porte au Qatar. Ils étaient partis aux États-Unis précédemment, ils sont ensuite partis en Qatar et finalement le fonds a été. Et alors quel est l'intérêt, Karim Sader, quel est l'intérêt à votre avis du Qatar de venir investir dans des PME en banlieue? Je pourrais d'abord revenir sur certains points qui ont été dit. Vous voulez. D'abord, je ne contredirai pas ce qu'a dit monsieur en partie, parce que il y a des choses évidemment que je partage sur l'idéologie wahhabite du Qatar et son agenda pan-islamique. D'ailleurs, vous avez eu l'honnêteté de dire que vous avez parlé un moment en tant que Tunisien. Et pour cause, le Qatar a effectivement trompé une partie de la rue arabe qui avait placé ses espoirs devant l'engouement d'Al Jazeera qui a soutenu, pris fait et cause pour ces manifestants descendus dans la rue, avant de réaliser que le Qatar en réalité avait un agenda bien précis, celui de favoriser la montée des frères musulmans de Tunis au Caire en passant par Benghazi.
et donc de mettre un peu sur le banc les composantes laïques. Ceci dit, et des salafistes aussi. Des salafistes, c'est autre chose. C'est un peu plus compliqué. Et des salafistes aussi, et je sais de quoi je parle. Je vous inviterai, les salafistes, si vous permettez, je vous inviterai, ceci dit, à vous rassembler. Les salafistes qui sont en train de détruire tous les marabouts, comme ils l'ont fait à Tombouctou. Les salafistes en Tunisie ont déjà détruit une quarantaine de marabouts, de saints. N'est-ce pas? Une quarantaine. Ce sont les salafistes. Il y a une concurrence entre deux wahhabismes en Tunisie. Après la glorieuse révolution Ceci dit, du c'est jasmin, plus l'Arabie Saoudite qui a tendance à financer l'islam. Le wahhabisme saoudien et le wahhabisme qatari. Il y a une concurrence entre les deux. Je voudrais terminer. Donc, ceci dit, je vous invite quand même à vous rassembler pour contrecarrer Ennahda, parce que ça reste aussi l'affaire des Tunisiens, maintenant que vous en avez les moyens démocratiquement. La société civile tunisienne... Alors, seulement ce que je voudrais vous dire, c'est que le Qatar, et là je ferai une petite analyse géopolitique si vous le permettez, n'arrive pas par hasard dans tout ce jeu-là. Et c'est pas le petit Qatar d'ailleurs que vous réduisez justement à sa taille, mais auquel vous accordez tant d'importance, qui mène tout ça tout seul. Le Qatar, en réalité, a une mission bien précise de la part des Occidentaux, à commencer par les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez des États-Unis qui sont, sur le plan économique, incapables de mener des guerres, incapables de s'ingérer dans la région. Idem pour l'Occident, pour les forces de l'OTAN. Donc, la nouvelle stratégie de l'Occident consiste à faire sous-traiter des problèmes régionaux par des acteurs régionaux. Vous avez l'ascension aujourd'hui de deux puissances dans le monde, dans le Moyen-Orient, c'est la Turquie et le Qatar. Et leur rôle, justement, consiste à domestiquer ces nouveaux partenaires de l'Occident, qui sont les frères musulmans. Parce que la donne à laquelle on assiste, le changement de donne auquel on assiste aujourd'hui, c'est que ces régimes qui ont été renversés par le printemps arabe, qu'on appelait autoritaires laïques, ces républiques autoritaires laïques, ces régimes militaires, étaient les alliés de l'Occident, parce qu'ils constituaient à une époque un rempart à l'islamisme radical. Or, on a bien vu leurs limites. On a bien vu que ce n'était même pas en fait de réels remparts. Et les États-Unis ont amorcé un changement de stratégie. Pourquoi pas, finalement, parler avec les frères musulmans, à condition, bien sûr, qu'ils soient ouverts au libéralisme économique et qu'on ne remette pas en cause la paix avec Israël, je pense en particulier aux frères musulmans en Égypte. Donc voilà, en fait, le rôle aussi que joue le Qatar et qui a été adoubé par les puissances occidentales et qui n'arrive pas ici par hasard. Hein. Sauf que de la part des États-Unis, ce n'est pas du tout un changement de stratégie. Ouais. Le Qatar, aujourd'hui, c'est le porte-avions de la 5e, 6e flotte américaine. C'est le siège d'Al Jazeera qui a été la chaîne de com de l'OTAN en Libye et ailleurs, si vous voulez. Et aussi le relais médiatique d'Al-Qaïda. Oui, pourquoi? Bien sûr, mais le Qatar, c'est l'émir. Hein. Enfin, je veux dire. Bon. Pourquoi le Qatar, je dirais, a compris qu'il fallait utiliser la segmentation très puissante de la confrérie égyptienne initialement, mais la segmentation internationale des frères musulmans. Parce que c'est son meilleur moyen d'irriguer le monde sunnite. Et là où je vous dis qu'il n'y a pas de retournement ou de changement d'approche des États-Unis, parce que depuis le Quincy Pact, depuis 1945, dès l'instant où Nasser arrive au pouvoir en Égypte et qu'il incarne le nationalisme arabe et qu'il fait alliance avec l'Union soviétique, les administrations américaines, républicaines et démocrates vont utiliser et coopter les frères musulmans partout dans le monde. Du milieu des années 50 jusqu'aux attentats du 11 septembre et même après jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les États-Unis adorent les frères musulmans? Parce que vous avez des frères musulmans, vous n'avez pas de syndicats, vous n'avez pas de parti de gauche, vous n'avez pas de parti nationaliste, et la jeunesse va de la mosquée à Pizza Hut ou à McDonald's. Et que les frères musulmans sont le garant du libéralisme économique ou d'une certaine mondialisation économique qui fait tout à fait l'affaire des intérêts américains et stratégiques dans la région. Donc de ce point de vue-là, il y a une convergence, je dirais, qui est ancienne, qui a été portée précédemment par l'Arabie Saoudite, qui est portée maintenant par le Qatar, comme je le disais. L'Arabie Saoudite a peur des frères musulmans. Oui. Aujourd'hui, parce que l'Arabie Saoudite a compris le danger que ça représentait pour la reproduction de sa propre monarchie. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Arabie Saoudite joue davantage les groupes salafistes qui sont beaucoup plus fragmentés, qui peuvent contrer les frères musulmans en Égypte, qui peuvent déstabiliser et même ou servir de cache-sexe, pardonnez-moi l'expression, à Ennahda en Tunisie, ou qui peuvent servir de tête de pont en Libye. Mais en tout cas, les chercheurs aujourd'hui disent de manière un peu très schématique, l'Arabie Saoudite soutient plutôt les groupes salafistes
alors que le Qatar s'appuie sur les frères musulmans. Je voudrais vous poser une question supplémentaire. Toujours, quel est l'intérêt du Qatar d'investir à ce point dans le sport, y compris, on les accuse aujourd'hui, d'avoir voulu acheter la Coupe du Monde de football. Alors pourquoi est-ce que le Qatar, est-ce que ça fait partie de son assurance pour l'avenir Parmi les leviers qui ont été convoqués d'action publique pour pouvoir donner au Qatar cette position de visibilité et de prestige au niveau international. Donc on a parlé d'Al Jazeera tout à l'heure, et le sport constitue un levier fondamental. Parce qu'évidemment, c'est le sport roi, et parce que le Qatar a besoin de pouvoir s'identifier au niveau planétaire et de se situer sur la carte du globe. Donc ils ont fait du sport, finalement, un espèce de levier de rayonnement, et ils ont investi un certain nombre de milliards de dollars pour pouvoir à la fois accueillir les grandes compétitions internationales. Vous avez parlé de la Coupe du Monde, mais on peut également évoquer le championnat du monde de handball en 2015, le championnat de natation l'année prochaine. Exactement, comme une entreprise sponsorise des sportifs. Parce que dans le domaine de la perception, vous n'avez rien de mieux que de pouvoir agir au niveau des représentations de la planète sur le levier sportif qui quand même soulève les foules, et c'est pour ça qu'ils mettent tant d'investissement. Le deuxième élément qui a été rapidement évoqué tout à l'heure, c'est que le sport doit constituer un moteur de croissance supplémentaire, et dans la volonté du Qatar de sortir de la monodépendance aux hydrocarbures, ils font du sport et de l'économie qu'il y a autour un moteur complémentaire pour pouvoir sortir de l'hyperdépendance au gaz et au pétrole, de manière à arriver en 2030 à une situation où la moitié au moins de leurs revenus ne soit pas uniquement issue du gaz et du pétrole, mais soit issue d'une économie qui soit tirée par le sport, par le tourisme et par l'économie de la connaissance. Je crois que c'est un peu trompeur de tout ramener à des logiques économiques et mercantilistes. Je crois que c'est sous-estimer le contenu idéologique de cet émirat. Et ce contenu, on ne l'a pas défini. On a parlé. Oui, non. En général. Ce contenu est le wahhabisme. Mais c'est un wahhabisme, cher ami, qui est un peu plus sophistiqué que celui d'Arabie Saoudite. C'est un wahhabisme qui s'est réconcilié avec les frères musulmans via Youssef al-Qaradawi, c'est-à-dire l'imam suprême de cette chaîne de télévision dont vous avez loué tout à l'heure la liberté d'expression, et dont, si vous le permettez, en deux mots, je vais vous donner un exemple de cette magnifique liberté d'expression. Qaradawi, les opérations, c'est un hymne à la martyrologie, n'est-ce pas? Les opérations Qaradawi, c'est-à-dire le chef spirituel de cet émirat bédouin. Les opérations martyrs sont l'arme que Dieu a donnée aux pauvres pour combattre les forts. Tout au long de l'histoire, ça c'est pour les Juifs, tout au long de l'histoire, Allah a imposé aux Juifs des personnes qui les puniraient de leur corruption. Le dernier châtiment a été administré par Hitler. C'était un châtiment divin. Si Allah le veut, la prochaine fois, ce sera par la main des musulmans. Signé Qaradawi, il y a 3 ans, sur la chaîne de la liberté, de la révolution, du printemps arabe et de l'émancipation des peuples. Il y a plus grave. Très rapidement, parce que ça, c'est avant-hier. Sur la page Facebook de la vedette de cette chaîne de télévision, qui s'appelle donc Khadija Benguena, sur sa page Facebook. Je le dis parce que beaucoup de Français et l'opinion publique française n'accèdent pas à la langue arabe. Et la langue arabe est le poison par lequel c'est le vecteur par lequel passe le poison wahhabite, obscurantiste et antisémite d'Al Jazeera et du Qatar. Voilà ce qu'écrit cette vedette, admirée par l'opinion arabe. Parce qu'il faut savoir... Non, dépêchez-vous, parce que c'est terminé, là. À chaque fois, vous me rajoutez qu'est-ce qu'il faut savoir. Je vous dis, elle parle sur sa page Facebook, avant-hier, elle parle de
Al Jazeera, c'est le Qatar et le Qatar, Mais ce n'est c'est pas Al Jazeera. que ça. Moi, je l'ai appelé dans mon livre l'État-télévision du Qatar. Oui. Elle nous parle savons de tout ça, l'humanité monsieur. d'Hitler, cette femme. nous savons C'est tout la dame, c'est la vedette Oui, d'Al non, Jazeera mais- qui s'est voilée la première, d'ailleurs en 2005, en réaction Vous savez, nous au aussi, racisme, on lit, au hein, racisme, dit-elle, et à l'islamophobie de France. Elle était très belle, cette femme, c'est vrai, et elle a mis ce voile par réaction à la France qui est Mais Haddad, je vous interromps. On a compris, elle a parlé de l'humanité s'il vous plaît. d'Hitler, déjà on a tout compris. Juste cet extrait. Elle écrit sur sa page Facebook. Mais étant donné que les médias en France sont entre les mains des Juifs, ils ont occulté cette vérité et ils ont concentré leurs efforts sur la surenchère autour de l'Holocauste. C'est-à-dire, voilà la chaîne dont on admire la liberté et l'État dont on admire l'émancipation de la femme, n'est-ce pas? Cet émirat a une idéologie qui est l'idéologie obscurantiste de l'islamo-fascisme qu'ils veulent imposer au monde entier, y compris en France. C'est intéressant de revenir à cette technique sur le sport, c'est du soft power intelligent, c'est-à-dire qu'on part d'un domaine très consensuel, si vous voulez. Donc après, on prend des prises de participation dans la presse, et puis après, dans le groupe Lagardère, on met quelques pourcents au capital de ADS, voire de Total, etc. Donc je dirais, c'est de la bonne technique de soft power. Il faut retourner la question, là, pour le coup, où c'est pas seulement le Qatar qui est en accusation, mais c'est aussi que nos grands journalistes d'investigation travaillent sur Chef Blatter et sur la façon dont la FIFA, le CIO, ou toutes ces structures totalement opaques, qui devraient être des agences des Nations Unies, en fait, ça serait beaucoup plus transparent, dont la FIFA et le CIO travaillent et sont tout aussi coupables des flux du Qatar que le Qatar lui-même. Donc ça, non mais très rapidement, moi je vois le problème c'est l'excès, si vous voulez. Moi je suis pour le contrôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'il y a de l'argent qui va arriver dans les banlieues, il n'est pas acceptable qu'un pays étranger amène de l'argent sans contrôle dans notre pays. C'est l'excès en langage, l'excès en parole qui amène en fait l'opprobre. Il n'y a pas d'opprobre de principe. Par contre, il y a un contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est aujourd'hui, je crois, ce que nous devons à ce pays, mais pas qu'à ce pays. Et il faut arrêter de stigmatiser le Qatar plus que l'Arabie Saoudite ou d'autres. Karim Sader. Oui, alors pour conclure, en fait, je reviendrai à mon introduction. Oui, le Qatar, il est ce qu'il est. On est au courant de tout ce que vous dites. Oui. Et je pense que l'erreur, en fait, qui a été commise jusqu'à là, c'était de jouer la politique du tout Qatar. Oui. On peut diversifier nos partenariats. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement par le nouveau gouvernement, ou en tout cas le Quai d'Orsay, puisque pendant longtemps, la diplomatie française a été chapeautée par l'Élysée. Et donc, de diversifier nos partenariats et de faire part aussi de notre mécontentement vis-à-vis de certains agissements du Qatar. Par ce biais-là, quand François Hollande va aux Émirats Arabes Unis, effectue sa première visite là-bas, c'est une manière aussi de diversifier les partenariats. Et en sortant de cette politique du tout Qatar, on donne moins l'impression de cautionner tout ce que vous dites et que nous connaissons et que nous condamnons, bien évidemment. Nabil Nasri, dernier mot. Oui, dernier mot, mais un mot sur le sport. Je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que derrière le rapport ou le document de France Football Qatar-Gate, il y a aussi un FIFA-Gate, puisque ce qui a été mis en évidence, c'est le degré de faillite d'une organisation semi-mafieuse qui s'appelle la FIFA. Et si le Qatar aurait racheté la Coupe du Monde, ça a été le cas des autres. Donc là, on a une focalisation, encore une fois, sur le Qatar, qui est, de mon point de vue, préjudiciable. Juste pour finir, c'est-à-dire qu'on peut éminemment critiquer le Qatar. Il y a une situation des ouvriers étrangers là-bas qui est lamentable et déplorable. On peut également le critiquer dans le fait qu'il accompagne les élèves démocratiques en Syrie, mais il se tait sur la répression au Bahreïn. Tout ça, c'est vrai, c'est posé et c'est vérifié et vérifiable. Mais de là à faire le Qatar l'espèce d'agent qui contrôlerait un peu les masses et qui serait derrière et qui tirerait les ficelles du printemps arabe, c'est un peu le degré zéro de l'analyse, en fait. Non, c'est terminé. Mon dernier invité vient d'arriver. C'est Jacques Gamblin qui sera au Théâtre du Rond.